ou cette prose, c'était Ouais. extraordinaire. Moi, ce qui m'a sidéré en apprenant ta vie, c'est que il t'est arrivé d'apprendre un rôle le soir pour le Ah lendemain oui, matin. ah ça c'est la fameuse aventure qui m'est arrivée et que je suis ravi. C'était de la folie, mais je suis ravi de l'avoir fait puisque ça a marché sans problème et que ça m'a surtout fait dire, faut mieux peut-être pas faire ça tous les jours, mais j'ai été capable de le faire. Puis encore une fois, je te dis, moi je disais oui à tout. Euh, J'étais au Café de la Régence avec mon amie Carmen et on s'apprêtait à aller voir le soir, je crois que c'était Sina, À Chaillot. à Chaillot, exactement. Et arrive, on prenait un pot avant d'aller au théâtre. Et arrivent deux autres amis que je connaissais moins bien à l'époque, les deux jumelles, Odile Mallet et Geneviève Brunet. Et l'une des deux avait un fiancé à ce moment-là qui jouait à la fois à Chaillot, c'est drôle d'ailleurs, et dans une tournée de Jean Deninx où il jouait Valère dans la barre de Molière. La prose de Molière est ce qu'il y a de plus dur à apprendre. Et le rôle de Valère, il n'a que 3 actes, mais c'est redoutable. Puis 3 actes, ça fait quand même bon. Et elle me dit, elle arrive là, elle me dit, oh, je les connaissais peu vraiment. Vous avez travaillé Valère, vous? Je lui dis non, jamais. C'était un des rôles que j'avais jamais travaillé. Même la fameuse première scène, et quoi, Charmante Élise, jamais. Je l'avais entendue, celle-là. Bon. Et elle me dit, ah, faut nous sauver absolument une situation épouvantable. Alain, c'était le fiancé en question. Alain joue demain après-midi à Coulommiers avec Deninx, Valère de Lavar, et il a une répétition de l'Orésadjo à la même heure chez Villard, au TNP, Villard ne sachant pas qu'il joue chez Deninx, et Deninx ne sachant pas qu'il répète chez Villard. Et moi j'écoutais tout ça, et Carmen qui me chaperonnait comme ça, bah alors, qu'il voulait que ça lui fasse? Et elle dit, eh ben, sauvez-nous la mise, jouez-le demain. Je lui dis, mais j'en sais pas un mot. Bon, j'avais une bonne mémoire, c'est vrai, mais enfin, bon, j'en sais pas un mot, puis je vais au théâtre ce soir. Ah, écoutez, je vous en prie. La folie me fait dire oui. Elle me dit, demain, à telle heure, vous esserrez les bottes chez le garçon en question. Bon. Et le costume pour jouer l'après-midi. Donc. Et il fallait pas que Deninx sache que je n'avais jamais joué. Je suis quand même allé voir la pièce avec Carmen au TNP, après avoir simplement téléphoné à un moment, prépare-nous du café, on travaille toute la nuit, parce que c'est elle qui me faisait répéter mes rôles. Bon. Je suis rentré chez moi, donc il devait être 11 heures. On s'est mis sur la pièce, je sais pas combien ça représente de lignes, mais enfin, je sais pas, 20 pages bien serrées, tu vois, le rôle de... Puis alors une écriture, Valère, épouvantable, bon. J'ai donc pas dormi, j'étais absolument comme un zombie, je le savais, mais comme on apprend un texte, quand on l'apprend avec une mémoire visuelle, il n'y a rien de pire, tu vois. Au haut de la page 32, sur la page, là, je sais que je dis ça, il me dit ça. Bon, ce qui n'est pas le moyen de l'apprendre, puisqu'on sait vraiment un texte, en principe, quand on l'a oublié, quand on ne sait même plus qu'on l'a appris, quand on pourrait presque le dire avec des mots à soi, tu vois. Alors j'étais là, et quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique, après toutes les obligeantes assurances que vous avez eues, bon, j'y voyais plus clair. Je vais, rue Grégoire de Tours, je me souviens encore, essayer les bottes et le costume en question. Je monte dans le car avec des tas de gens que j'avais jamais vus de ma vie pour aller jouer avec eux qui croyaient que je l'avais déjà joué. Valère de Lavar. Et je revois, je crois que j'en parle dans le livre, et un peu comme la rampe de fer avec Jean Meyer, je me revois. Et là aussi, toi, j'aurais pu me dire, mais ça va être monstrueux, mais je vais mourir, mais on va m'assassiner, ça va être affreux, je vais être ridicule. J'étais conscient, j'étais complètement dédoublé. Ça, le petit garçon, alors là, il en prenait un coup dans ces cas-là, conscient que j'allais faire une chose inqualifiable. Et je me revois la main sur le bouton de ce décor. Il commence la pièce, Valère. Et je me disais, je vais entrer, je vais parler. Et puis je suis entré, j'ai parlé. On a enchaîné les 5 actes. J'ai pas eu un trou. Les autres, paniqués de jouer avec un nouveau, en ont eu, eux, pas mal. Et en plus, j'ai découvert à un moment, ça on m'a pas prévenu, que le fameux Deninx, qui était un personnage un petit peu braque, qui jouait Harpagon, s'amusait, ça devait être un précurseur de l'acteur studio mal compris. Entre ses répliques, il venait parler aux autres personnages. Et à un moment, j'étais en train de dire, comme je pouvais, une des phrases apprises dans la nuit, et il vient, et puis je l'entends qui me dit, Valère, tu vas aller dans l'orangerie? Et il commençait à me faire toute une histoire. Et je me souviens de l'avoir regardé avec un œil absolument égaré, effaré, sans même l'idée de lui faire signe de se taire. J'ai continué ma mnémotechnie. C'est terrifiant. Je suis sorti de là absolument vidé, tu vois.
Mais je me suis dit, on peut. On peut. On peut. On me l'a proposé, j'ai dit oui, j'ai tenu mon pari, on peut. Alors maintenant, je les vois mettre 2 mois et demi à apprendre une scène de 3 pages, tu vois. La table mnémotechnie, là, en l'occurrence, c'était donc de visuel, tu dis. C'était avant numéro tout des pages. visuel, Voilà. oui, avant tout. Mais Ce qui est une très mauvaise méthode, la mémoire visuelle est très mauvaise, pour un comédien en tout cas. Mais ta chance, c'est d'avoir cette maman, Madame Mère, comme tu l'appelles. Ah qui oui, t'a fait oui, répéter. il y a une chose encore plus extraordinaire, c'est quand tu joues dans une pièce qui marche, grâce au ciel ça m'est arrivé beaucoup plus que le contraire, et c'est au moment, 5 minutes avant de commencer, quand tu es sur le plateau, que la salle est pleine et que tu entends le fameux petit murmure des gens qui parlent entre eux et qui se préparent à assister à la pièce. Ça, c'est absolument jouissif. Et puis les réactions, bien sûr, pendant la pièce, quand on sent que l'échange se fait, la connivence. Parce que, en fait, notre vrai partenaire, on joue à côté des autres comédiens, mais notre partenaire, c'est le public. Et c'est vrai même pour l'élaboration d'un rôle, c'est ce que je vais appeler le sentiment du public. Il faut savoir ne pas regarder le partenaire au moment où un morceau de ta phrase doit être dit face au public pour que les gens le prennent à leur compte. D'ailleurs, Elvire Popescu, elle est très loin dans ce domaine-là, parce que c'est dans un dîner, une comédienne qui avait joué avec elle me raconte ça. Il y avait Arletty aussi dans ce dîner. Et la jeune comédienne disait, elle est quand même très étonnante, Elvire, je jouais à ses côtés, qu'à de le dire, c'était la Contessa, je crois, et un jour elle m'appelle dans sa loge et elle me dit, montre-moi chérie, ce que tu fais à ce moment-là. Et la jeune comédienne se dit, ben, elle me voit donc pas. Et je lui dis, mais vous voyez pas, madame? Comment veut-il que je te voie? Je suis en scène, je suis face au public. Mais là, tu devrais faire un effet que tu ne fais pas. Montre-moi comment tu fais. Alors, elle lui fait ce qu'elle fait, et elle le lui corrige. Elle dit, ben, fais-le comme ça, tu verras, ça portera. Bon. Et elle est revenue après sur ce fait de dire, mais c'était excessif, et elle ne le faisait pas du début à la fin de la pièce, mais de dire, moi, quand je m'adresse au public, je le regarde. Et elle avait dit cette phrase ahurissante, aucun de mes partenaires ne peut se vanter d'avoir jamais eu mon œil, comme on dit au théâtre, tu sais. Et Arletty, qui était là et qui entendait, fait oh, elle est curieuse, la caucasienne. Oui, ça lui arrive souvent qu'un comédien pique les effets du camarade. Il y a une sorte de rivalité face au public, non, non ça... Et je crois que c'est arrivé beaucoup plus, peut-être à des époques dont on nous racontait des histoires, peut-être pas toujours vraies, peut-être vraies. Moi, j'ai pas tellement connu ça. Si, oui, il y a toujours des aigreurs, des envies. Aux Français, il y en avait pas mal. J'ai connu le comédien, comédienne qui remonte pour que tu sois de dos quand tu lui parles, tu vois. Alors, on finit tous les deux au fond du décor, tu vois. Bon, si tu te laisses pas faire. J'ai connu dans le bourgeois, un monsieur qui jouait le bourgeois, et pour que son vieux camarade du conservatoire, pourtant qui jouait le maître de philosophie, assis sur le petit tabouret à côté, ne puisse pas être à la même hauteur que lui, il mettait son pied sur le barreau du tabouret du maître de philosophie. Des petites choses comme ça, mais c'est charmant, c'est délicieux, bon, ça tire pas à conséquence. Peut-être qu'en ce moment, bon, les rivalités sont peut-être de temps en temps plus hargneuses, effectivement, parce qu'elles viennent de gens d'une moindre qualité. Bon, enfin, ça, tu sais, c'est le tout petit côté du métier, ça. Il y en a qui cherchent même à déstabiliser aussi, non, quelquefois. Ah oui! Ah, mais oui, mais il y a tout. Mais alors ça, je vais te dire, moi, je m'en suis toujours un petit peu foutu parce que je m'en tirais toujours. Moi, ça m'impressionnait pas du tout. En tout cas, tu t'es bien amusé le jour où, la dernière fois que tu te présentais sur la scène du Français, tu ne quittais plus la scène quasiment. Ah, c'est pas le dernier jour. Non. J'avais donné ma démission, donc il me restait 6 mois à tirer, si j'ose dire. Et bon, je faisais des choses que j'aurais pas beaucoup appréciées si j'avais eu faire par d'autres. Mais un après-midi, ou une après-midi, puisque l'un et l'autre se dit ou se disent, on jouait une pas très bonne pièce de Molière qui s'appelle Sganarelle, ou le cocu imaginaire. Et ça se passe sur une place qui était censée représenter la place des Vosges, tu vois, avec des arcades, etc. Et pour te dire à quel point mon rôle était peu intéressant et peu important, il avait 4 vers, il n'avait même pas de nom, le pauvre. Ça s'appelait Un parent de la femme de Sganarelle. C'était presque l'anonymat, tu vois. Bon. Et j'entrais en principe, puis je devais dire à je ne sais plus qui, 4 vers et ressortir. Et ce jour, ça m'emmerdait tellement qu'on me distribue encore des petites choses comme ça, tu sais, j'étais quand même vexé, bon. Mais comme je m'en allais, je m'en foutais. Et j'ai dit à tous mes camarades, j'ai dit, vous n'allez voir que moi aujourd'hui. Et je me suis amusé, d'abord, à le faire sous toutes les formes possibles. Je passais sans arrêt sous les arcades, tu vois, sous les colonnes.
Et comme si j'écoutais ce qui se passait sur le plateau. Puis je m'approchais des comédiens. Naturellement, ça leur donnait le fou rire à tous. Tu vois, bon, ce monsieur qui passe, il n'a rien à faire là. La pièce dure 40 minutes. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui ne sort pas du plateau? Alors je le faisais ou en boiteux, ou en etc. Bon, ça a duré pendant tout le spectacle. Mais la chose assez charmante, c'est que ce que j'ignorais, d'ailleurs, je m'en foutais, j'avais démissionné, c'est que dans la loge de l'administrateur, dissimulé dans l'ombre, il y avait Maurice Escamp, qui à la fin du spectacle est passé par le plateau, et il m'a dit, ah mon chéri, on s'est bien amusé aujourd'hui. J'étais un tout petit peu honteux quand même, enfin... On n'a pas parlé d'une chose qui te paraît peut-être secondaire, mais qui passionne toujours le spectateur, le public, c'est le fameux trou de mémoire. À la faveur de ton mémoire, si on peut dire, c'est pas... Voilà, tu as assisté à des présences d'esprit de la part d'une comédienne qui des acrobaties géniales, vraiment. J'ai entendu des choses. Comment combler, comment... Oui. Ah bah, il y avait tous les genres, tu vois, il y a les gens qui ont une mauvaise mémoire. Et ça, c'est terrible. On devrait presque au départ les empêcher de faire ce métier parce que alors eux, ça les rend malheureux. Parce qu'ils ont peur tout le temps, et ils ne jouent jamais avec liberté. Bon, c'est terrible pour eux. Ils travaillent plus que les autres. Bon, les gens qui ont une mauvaise mémoire. Les gens qui ont une mémoire tellement facile qu'ils apprennent d'une manière approximative. Je me souviens d'un exemple de ça, de la générale au français, de la jalousie de Sacha Guitry. C'était Jean Marchas qui jouait le rôle, et moi je jouais, je me souviens, comment on appelle ça, un détective privé, monsieur de Coutufon. Bon, j'avais une grande scène avec lui. Et nous savions tous qu'il n'avait pas eu le temps, qu'il n'avait pas pris le temps d'apprendre le troisième acte. À une générale, devant des critiques. Bon, le critique, c'est pas le plus important, mais à l'époque, on en tenait encore un peu compte, tu vois. Bon. Et mais il faisait tout ça, tous ces gens-là, avec une dextérité. Il avait, à chaque endroit du plateau, mis une brochure de la pièce à la page qui correspondait à sa place à ce moment-là. Il y avait une brochure au bureau, une brochure sur un petit guéridon, je me souviens, à côté du canapé où je jouais ma scène avec lui, une brochure sur une console au fond, et il savait le sens, bien sûr. Il disait, mais, cher monsieur l'inspecteur, quand vous me dites que vous avez suivi ma femme de cette heure-là à cette heure-là, qu'est-ce que ça peut représenter pour moi? Je vous le demande de savoir que ma femme est... Personne ne s'en est rendu compte. C'est pas à conseiller à faire, mais c'est pour te dire que la mémoire, on peut en avoir peur ou pas. J'ai vu Maurice Escamp dans l'école des maris, avec sa grande perruque à marteau, comme on appelle, la perruque Louis XIV. Il y avait une succession de répliques qu'il n'avait jamais apprises, parce que ça l'ennuyait, puis parce qu'il le disait dans le désordre. Tu sais, les fameuses répliques où le partenaire te dit une grande phrase et tu réponds « Parbleu !» Encore une grande phrase « Eh oui !» Encore une réplique « Sans doute !» Voilà. Bon, il les avait jamais apprises dans l'ordre. Et ce qu'il faisait, j'étais avec lui sur le plateau, il était superbe, comme ça, avec sa canne. Bon, il venait devant le trou du souffleur, il y avait encore le trou du souffleur. Bon, et à l'époque, c'était une dame qui s'appelait Madame Baird, je me souviens, Gisèle Baird. Et comme ça, devant le public. Et au moment où arrivaient ces quelques répliques, il soulevait le marteau de sa perruque, il dégageait son oreille, il tapait 2 coups de canne devant le trou du souffleur en disant « À nous deux, Madame Baird ». Et elle lui envoyait, et on entendait « Parlez !»« Sans doute, sans doute !»« Eh oui !» Et puis après, il remettait le truc, il faisait « Merci, Gisèle ». Et puis il enchaînait la pièce. Mais jamais personne n'a rien entendu. Je crois que dans Tartuffe, ça avait même une comédienne ça substituée des Alexandrins à d'autres. Elle a été extraordinaire. J'étais avec maman, justement, au premier rang, sur un strapontin à côté d'elle. C'était Lise de la Mare, qui a été une femme étonnante, à beaucoup de points de vue, qui n'était pas tellement Dorine. Mais enfin, c'était d'autres choses que ce soir maintenant. Et j'étais allé pour elle, d'ailleurs, ce soir-là, parce qu'elle reprenait Dorine. Et dans la fameuse scène, tout le monde connaissait les pièces par cœur à l'époque, tu comprends? En plus, les jeunes comédiens, tout le monde savait les textes. On pouvait faire des citations à l'époque, c'est pas comme maintenant. Et on en arrive au fameux vers dans la tirade où elle parle de Tartuffe, quand elle dit qu'il est à table, etc., avec toute la famille, les bons morceaux de tout, il faut qu'on les lui cède, et s'il vient à roter, on lui dit Dieu vous aide. Et je l'entends qui dit les bons morceaux de tout, il fait qu'on les lui donne. En un millième de seconde, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Et dans le même millième de seconde, elle a enchaîné en disant et s'il vient à roter, on lui dit Dieu pardonne. Ah, chapeau. Rimer avec le même nombre de pieds, faut le faire, c'est de l'acrobatie. Mais on était aussi éduqués à ça, tu comprends.
c'est comme quand Musset écrivait en vers, bah, il parlait en vers toute la journée, il y avait une éducation. Quand les gens me disent maintenant, c'est une chose à laquelle je ne peux pas répondre quand on me pose la question tout à trac. Bon, j'ai encore eu ça dans un dîner l'autre jour, ça s'est curieusement terminé, parce que je n'étais pas d'accord avec les opinions de certains sur ce qui se passe ici ou là, des gens qui n'y connaissent rien, qui ont la prétention d'émettre un avis, qui disent bah, moi je crois que, moi je pense que, et puis qui se taisent, ou qui, si vous demandent quelque chose, bah, qui vous laissent répondre. Bon. Et je leur disais, mais non, 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 ça c'est faux, ça. Mais alors, c'est venu comment tout ça? Pourquoi tout ça? Alors je leur dis, mais je ne suis pas sociologue. Il faudrait remonter d'abord en 1850, quand M. Guizot a fait que commence l'ère industrielle, l'ère de l'argent, que ça a été la fin de la civilisation du cheval, que les éducations ont commencé à se changer, et puis qu'il y a eu les guerres, et puis tout ça qui fait que petit à petit, l'homme s'amoindrit, et puis qu'on entre dans l'époque du robot, et puis qu'on ne peut plus penser si on n'a pas un portable, et puis etc., etc. C'est un enchaînement de choses qui fait qu'on se déshumanise, et qu'il n'y a plus de culture, et qu'il n'y a plus de connaissances réelles, et qu'il n'y a plus d'échanges sensibles, etc. Mais il faudrait faire le procès de ça, ça ne changerait rien d'ailleurs au résultat, mais en remontant à la source de tout ce qui s'est dégradé, et non pas pourquoi ce qu'on fait maintenant ne serait pas une chose valable. Un homme m'a dit l'autre jour, mais puisque le monde évolue, il faut bien changer la mise en scène et le jeu des acteurs. Alors à l'époque, c'est pour ça que certains pouvaient apparemment s'amuser, être un peu légers, un peu désinvoltes, ce qui est pour moi un vice terrible, la désinvolture, tout découle de là. Mais parce qu'il y avait en échange le talent, la culture, la connaissance, et justement, ils ne se prenaient pas au sérieux. C'est ça la grande différence. Ils avaient suffisamment de connaissances, de culture, d'approche des choses, des lectures, des œuvres, de l'art, etc., pour le faire avec bienveillance, pour le faire avec légèreté. Cette légèreté, elle n'est qu'apparente, en fait. C'est celle du funambule, parce qu'on risque de se casser la figure, et ça peut être terrible. C'est tout un art. Mais bien sûr. Mais je te dis, c'est parce qu'ils avaient une grande maîtrise, qu'ils connaissaient leur métier, et qu'ils étaient des hommes d'une certaine dimension, qui pouvaient se permettre ça. Un peu comme Sacha Guitry écrit ses pièces, c'est parce qu'il y a derrière le philosophe, le moraliste, l'homme intelligent, etc., qui peut se permettre de faire ce qu'on a appelé du champagne. Je pense à lui parce que je pense tout le temps. Et que tu parles de funambule, bah oui, c'est de bureau, c'est tous ces gens qui... C'est Brasillac d'ailleurs qui disait que la légèreté était une vertu française, mais bien comprise naturellement, pas si c'est la légèreté parce qu'on fait des choses avec une facilité ou une superficialité. Lorsqu'une bêtise est commise grave sur un plateau, une plaisanterie trop poussée qui gêne le partenaire, est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'il y avait des sanctions prévues pour l'acteur? Des pénalités, je ne sais pas moi. Je crois qu'il y en avait à la fin du siècle dernier. Enfin, oui, du siècle dernier. Disons à la fin du 19e. Il y en avait, et on trouve encore dans des théâtres de province des vieux procès-verbaux. Il y avait écrit si un tel fait telle chose, etc. Bon, il y avait des amendes, ça, il y a eu des amendes longtemps. La fameuse amende de Sacha Guitry, imposée par son père, quand justement il a fait des tas d'histoires à la Renaissance ou à la Porte Saint-Martin, je ne sais plus, quand ils se sont fâchés. Non, pas vraiment. Parce que... je ne sais pas dans certains lieux que je ne fréquente pas, mais dans des lieux, disons, honnêtes et en tout cas relativement distingués, entre guillemets, il n'y a pas trop de blagues de mauvais goût, de mauvais aloi. Maintenant, on les fait plutôt pendant le spectacle, mais c'est le metteur en scène qui le veut, tu vois. Bon. Mais non, moi je me souviens de moi qui suis tellement rieur et qui aime tellement comme ça les clins d'yeux, l'humour, l'invention, les histoires. On nous raconte beaucoup d'anecdotes extraordinaires qui se sont passées, c'est vrai qu'il y en a eu, mais quand on me dit, alors vous, racontez-nous, ça me vient pas tellement parce que y a quand même un respect pour les œuvres, quelles qu'elles soient, qui font que si on se permet quelque chose, en général, c'est parce que le public peut entrer dans la confidence, tu vois. Ou alors on a un fou rire, ça arrive, pour on ne sait pas trop quelle raison, c'est nerveux, et ça, c'est Qu'est-ce terrible. qui se passe? On baisse le rideau, c'est arrivé quand Oh, on baisse c'est le arrivé. rideau? Ah oui, c'est arrivé plusieurs fois. Oui, 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 oui. Ah oui, parce que on peut plus continuer. Tu vois, on peut plus jouer. Enfin, c'est terrible. Ça, alors j'ai des souvenirs de fou rire, mais qui sont difficilement racontables parce que dont le fameux fou rire de Ruy Blas.